Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Vous le savez très bien, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver chaque dimanche sur l'entretien du dimanche. Aujourd'hui, je reviens sur ce plateau pour parler justement de questions économiques et financières. On parlera également d'actualité, puisque vous le savez très bien, M. Romuald Wadani, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, en charge également de la coopération, a été coopté pour être le dauphin du président Patrice Talon pour les élections de 2026. Nous en parlerons avec un banquier, expert financier international, ancien directeur général de Jim UEMOA pendant près de 17 ans. C'est donc un technocrate bon teint qui est l'invité de votre émission ce dimanche. Son nom, c'est Blaise Arouantchédé. Avec lui, pendant 52 minutes, nous parlerons de questions d'intérêt national. Monsieur Blaise Arouantchédé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et vraiment, merci vraiment de me recevoir sur votre belle chaîne. Je devais le faire depuis des années ou des mois. Bon, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai l'occasion de venir sur la chaîne. Voilà. Et ce que je trouve de formidable, c'est que c'est une chaîne qui innove. Et donc c'est une chaîne qui progresse comme le Bénin qui progresse. D'accord. Donc je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et puis vous l'avez dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous tombons dans l'actualité, nous tombons dans un sujet qui intéresse un financier, un expert comptable, un économiste si vous voulez. Il s'agit bien évidemment du ministre d'État Romuald Wadani qui a été plébiscité, choisi par la mouvance présidentielle pour succéder au président Patrice Talon. Vous avez suivi l'actualité. Quel est votre commentaire sur ça? Non, déjà, je pense que M. Romuald Wadani, je le connais. Disons qu'on a des points en commun. Ouais. Donc, on a un parcours commun, donc d'une école, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de la publicité. Vous voulez dire Harvard? Oui. Bon, tout le monde sait que c'est Harvard. Tout le monde le sait, donc vous savez très bien que moi aussi j'ai été formé en partie dans cette école-là. Donc pour nous qui sommes disons, ce qu'on appelle des alumni de Harvard, c'est un choix qu'il faut saluer. Mais au-delà de ce volet-là, ce qu'il faut noter, c'est que M. Romuald Wadani a été ministre de l'économie et des finances pendant bientôt 9 ans, 9 ans et plus, je 10 pense. ans. 10 ans. Oui. Et on a vu comment le Bénin, disons, a progressé pendant ces 10 ans. D'accord. Il n'est jamais facile de diriger, disons, un tel département dans un contexte important, exigeant, incarné par le président de la République, son Excellence président Talon, qui vraiment a à cœur le développement de notre pays. Donc, être ministre de l'économie et des finances est quelque chose d'important, quelque chose d'extrêmement exigeant. Et je pense qu'au regard de ce que je vois dans l'actualité et au regard de ce qu'on constate, les progrès aujourd'hui, il me semble que c'est vraiment un choix à saluer. Et donc vous voulez dire que c'est à cause des prouesses économiques, des progrès, que ce choix aurait été fait, c'est ça? Sans doute, connaissant un peu le président Talon, je pense qu'il a dû regarder tout ce qui a été fait. Parce que c'est comme dans une entreprise. Comment vous sanctionnez en fait positivement, si vous voulez, vos collaborateurs? C'est leur performance. Donc, il faut quelqu'un qui incarne, si vous voulez, cette dynamique de progrès. Je parle bien. Je n'étais pas venu pour faire de la politique, mais oui, mais ce n'est pas de la politique. On est dans l'actualité, donc vraiment, on n'a pas le choix, parce que je vais vous poser d'autres questions, rassurez-vous. Le constat factuel que je fais, c'est vraiment, le président a dû mûrir et regarder celui qui peut faire le job. Celui qui fait le job. C'est pour ça qu'il a choisi, me semble-t-il, le ministre d'État, Romuald Wadani. Maintenant, il faut, à mon sens, c'est que le Bénin le président a tellement mis la barre haute qu'il faut aujourd'hui assurer cette progression de notre pays dans les 5-10 prochaines années. Mais justement, quand vous parlez de prouesse, M. Arouantchédé, vous parlez de quoi concrètement? Parce que ça dépend de la position qu'on a. Vous parlez de prouesse. Les dettes, sont-elles des prouesses? Non, les dettes, ce sont des moyens. Ce que moi je constate pour un Béninois averti et qui a connu quand même d'abord, c'est vrai que ça fait près de 40 ans que j'ai quitté le pays, mais je n'ai jamais manqué de venir souvent pour tâter le pouls de l'évolution de notre pays. Donc je peux vraiment, sans me tromper, depuis 1990, après la conférence nationale, on a quand même suivi l'évolution du pays, puisqu'on avait déjà un background qui nous permettait d'apprécier cette évolution-là. Il faut reconnaître que
il y a quelque chose de positif pour notre pays, c'est que notre pays est stable. Stable avec les hommes. On a cette dimension patriotique qu'il faut amplifier et qui fait que l'ensemble des gouvernants, depuis l'indépendance, en passant par la conférence nationale, ont travaillé. Et le président Talon, avec son gouvernement, sont venus aussi poser des bases de développement. Et ce développement, on le voit, on le constate de par les investissements. Les investissements publics, surtout les investissements publics, la zone industrielle, tout ce qui est dans la santé, l'assurance, la microfinance, les microcrédits. Donc, il y a des investissements évidents. Les infrastructures socio-économiques et culturelles, à l'évidence, sont au rendez-vous. Mais je veux partager avec vous quelque chose qui est aussi important. Allez-y, M. Concheli, vous êtes là pour ça. Le plan de développement du Bénin, ce qu'on appelle le PAG, 1 et 2, n'est pas venu, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une réflexion collective des Béninois, de l'intérieur comme de la diaspora, pour doter, en fait, si vous voulez, notre pays d'un instrument de pilotage. Et quand je fais une lecture de ce plan de développement, à l'évidence, il y avait une volonté, vraiment, il y avait, disons, une volonté de développer le pays, une volonté de changer de paradigme. C'est ce que j'ai constaté. Et quand vous lisez les différents piliers du plan, qui sont d'ailleurs en alignement avec les objectifs de développement des Nations Unies. Donc aujourd'hui, le Bénin a dû décider de dire, OK, si je veux faire des investissements, il faut que j'aille chercher des ressources. Bon, il n'y a que deux façons. Soit vous avez des ressources suffisantes à l'intérieur du pays, c'est ce qu'on appelle les ressources domestiques. Et ces ressources domestiques, vous les connaissez tous, c'est les impôts, c'est les taxes. Il faut que les citoyens comprennent que bon, un État surtout qu'on n'a pas de richesse. On n'a pas de richesse pour l'instant. Je pense qu'il y a des richesses peut-être qui sont cachées, qu'il va falloir vraiment les réveiller. Donc, il y a ce qu'on appelle les ressources domestiques. Et après, il faut aller chercher des ressources à l'étranger. Donc, le rôle vraiment du ministre d'État, le ministre de l'économie, c'est d'aller chercher les ressources pour pouvoir financer. Parce qu'en face, vous avez un plan à exécuter, donc il faut aller chercher les ressources. Donc, je pense que la question de la dette, à mon sens... parce que justement, c'est la grosse question. Quand vous dites qu'il faut aller chercher les ressources, il faut s'endetter. Et certains pensent que le Bénin est hautement endetté. Non. Je pense qu'il faut relativiser. Il faut relativiser parce que nous ne sommes pas un pays isolé. Nous fonctionnons dans un environnement qui est intégré. On a la chance d'avoir l'Union économique et monétaire ouest-africaine et même la CEDEAO, on en parlera certainement tout à l'heure. Absolument. Et puis la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis on a des partenaires avec qui on travaille, ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers. Le FMI, la Banque mondiale, la BAD, la BOAD, tous ces partenaires-là veillent vraiment à nous accompagner dans notre politique d'investissement. Donc pour moi, la dette est une question relative. Moi, quand je regarde un peu les chiffres du Bénin, je ne peux pas dire qu'on est trop endetté. La question qu'on peut se poser, le coût de la dette, mais ça, c'est des sujets un peu qu'on retrouve même dans toute structure, parce que le niveau qu'on a aujourd'hui par rapport à la norme communautaire, on est en deçà de la norme communautaire. Donc, en fait, on n'a pas dépassé la norme. On n'a pas dépassé la norme communautaire. Il n'y a pas péril à la demeure. 53%, 54%, c'est pas beaucoup, comparé à des pays qui sont à 120% par rapport au PIB. Donc, le problème, l'enjeu n'est pas à ce niveau-là, c'est l'usage de la dette. D'accord. Donc, l'usage de la dette, mais ça, aujourd'hui, je pense que... Vous pensez que le Bénin a utilisé à bon escient oui, il y a quelque chose qui est important que j'ai noté dans notre pays, en tout cas depuis ces dernières années, c'est qu'il y a de l'organisation. Il y a de l'organisation, il y a un meilleur contrôle de l'action publique par les instances qui sont là. D'ailleurs, je dois saluer la nouvelle dynamique aujourd'hui du Conseil économique et social, qui peut vraiment jouer un rôle important en termes d'articulation entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Parce qu'on avait à un moment donné une absence de régulateur, parce qu'on parle d'économie et sociale. Ce n'est que les deux, on parle d'économie et sociale. Donc ça, il faut un organe comme le Conseil économique et social a un grand rôle à jouer dans les prochaines années. Et je pense qu'ils ont déjà commencé, il faut saluer. Donc les questions de la dette, il faut les relativiser. Nous sommes en deçà de la norme communautaire. Quant à l'usage, il suffit simplement de s'assurer que l'argent qu'on emprunte, puisqu'on va le rembourser 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ce n'est jamais un problème de s'endetter. Le plus important, c'est pour nous, c'est que est-ce que nous avons une bonne scienture? Est-ce que nous pouvons continuer à nous endetter de manière indéfinie jusqu'à des générations dans 100 ans? Mais ça, pour le faire, il faut maintenir un niveau de gestion en respectant toute l'orthodoxie
nécessaires à la gestion de la chose publique. Et c'est le cas du Bénin, c'est le cas du Bénin. C'est le cas du Bénin, je dois l'avouer. En tout cas, pour ce que je vois, c'est le cas du Bénin. C'est vrai que, vous savez, les réformes qui sont engagées sont assez, parfois, difficiles à digérer. Donc, je peux comprendre. J'ai eu, dans mes modestes fonctions, à piloter des réformes, où j'avais autour de la table 135 institutions bancaires et financières de la zone. Je savais que c'est jamais évident, parce que chacun prend sa calculette. Absolument. Donc, le panier de la ménagère, la cherté de la vie, tout ça. Mais, vous savez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Voilà. Donc, je pense aujourd'hui la jeunesse a vraiment un trésor en main. Et ce trésor, c'est le Bénin. Le Bénin avant tout. Je pense que l'avenir même de notre pays doit se concentrer sur le développement, dans toutes ses dimensions. Développement économique, développement social, développement, comment dirais-je, de l'éducation, parce que l'éducation est quelque chose d'important. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on soit à côté du Nigeria, près de 300 millions d'habitants, et qu'on ne sait même pas parler anglais. Moi, je pense qu'il faut revisiter tout ça. Si moi, j'étais décideur, à partir de 2026, j'introduirai les deux langues, l'anglais et le français. Les deux, systématiquement, partout. À partir de quel... De 2026. Oui, d'accord, mais à partir de quel... Depuis les bas primaire, secondaire... Non, depuis le bébé. C'est-à-dire que dès que vous êtes né, vous devez être capable de parler les deux langues. Parce que c'est important, ça va permettre, ça va faciliter le dialogue avec des voisins qui sont importants, qui sont un gisement en termes de commerce entre les deux pays. Moi, je le fais tout de suite. Le monde a évolué aujourd'hui, M. Amancheli, on peut ne pas parler l'anglais, et puis après, il y a plein de logiciels aujourd'hui, il y a les interprètes, il y a tellement de choses. Quand vous avez des négociations importantes, vous n'allez pas toujours chercher des interprètes. Et qu'est-ce que ça nous coûte d'être polyglotte? Qu'est-ce que ça nous coûte? Le président américain ne parle pas français. Pourtant, il fait des négociations, il discute avec les gens et tout ça. Donc, pourquoi vous pensez que c'est important de faire ça? Il faut pas. C'est un exemple. Mais nos pays ont des efforts à faire. Et le constat que je vais faire aujourd'hui, c'est que nous devons savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Et pour nous, ce qui est bon pour nous, c'est d'avoir des partenaires. Demain, quand vous allez, pour pouvoir créer de la richesse, il faut avoir un tissu industriel fort. C'est ce que je pense qui est fait aujourd'hui. Les axes de développement, c'est quoi? C'est l'industrie, c'est les services, c'est le tourisme, etc. Mais si demain vous voulez faire de l'attractivité de notre pays, mais vous allez les vendre aux pays voisins. Donc nous ne pouvons pas, nous devions choisir notre développement. On ne va pas regarder ce que les autres font. Je suis d'accord avec vous que les Français ont du mal à parler anglais, mais que les Anglais aussi ont du mal à parler français. Mais nous devons avoir un avantage comparatif par rapport aux autres. C'est pour ça que je recommande fortement qu'à partir de 2026, en tout cas pour le mandat qui vient, qu'on introduit les deux langues. Ça ne coûte rien du tout, qui peut le plus peut le moins. Si vous parlez le bariba, le dindi, le fon, le mina ou le hadjar, c'est toujours bien. Vous allez pouvoir converser sans pouvoir chercher un interprète. Donc pour moi, c'est une question importante. Mais il n'y a pas que ça. D'accord. Là, nous sommes déjà de plein pied dans votre vision, parce que j'avais dit qu'on parlerait justement de votre opinion sur cet nombre de questions. Vous venez de parler justement des langues. Pour vous, il est important déjà dès le bas âge d'intégrer les deux langues. Alors après, il y a quoi d'autre? Après, il y a la question importante sur laquelle personne, quels que soient les bords, je veux dire, politique ne peut pas vraiment occulter, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines. Ah oui, le capital humain est quelque chose d'extrêmement important. Parce que quand vous voyez la dynamique qui est engagée aujourd'hui, nous devons nous préparer les futures générations, à prendre en charge, disons, le développement de notre pays. Et ça, la seule chose, c'est travailler à renforcer la formation. La formation. Dans tous les domaines. Quel type de formation, M. Amancheli? D'abord, avant de vous donner les types de formation, c'est l'excellence dans toutes les formations que nous devions faire. D'accord. Donc, d'abord de la formation technique et professionnelle, ça c'est important, parce que nous sommes, vous savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère de la technologie, comme vous l'aviez dit, mais quand on regarde les secteurs qui sont des porteurs aujourd'hui, c'est l'agriculture, c'est ce que j'ai compris, c'est vraiment les services, le tourisme. Donc l'agriculture, on doit former des gens très compétents, mais vraiment qui sont capables d'aller négocier des contrats. Parce qu'il y a de l'argent quand vous prenez par exemple la finance durable, le fonds vert, il y a de l'argent. Donc il faut former des gens pour aller négocier avec les partenaires. On doit absorber toutes les possibilités, tous les instruments qui s'offrent à nos pays. Vous pensez que ce n'est pas encore le cas? Non, c'est fait, oui. Non, c'est pas parce que ce n'est pas le cas, mais l'enjeu est de taille. Donc, il faut amplifier tout cela. Donc, la formation est quelque chose de très important. L'autre volet qui me paraît extrêmement aussi important, c'est le développement équilibré. C'est-à-dire que pour moi,
pour éviter, on peut développer par exemple les villes, tout ça, mais il faut faire en sorte pour que l'ensemble, le maillage territorial bénéficie en fait d'une politique d'investissement. Et ça veut dire qu'il faut travailler sur la décentralisation et faire en sorte pour qu'il y ait un meilleur suivi, une meilleure allocation des ressources et de s'assurer que l'argent qui est alloué va vraiment dans le développement. Ça veut dire quoi? Les écoles, les centres de santé, les centres de santé, tout ça, un accompagnement. Un autre volet qui n'est pas des moindres, c'est le secteur privé. Le secteur privé, tel que je vois, parce qu'on dit, tout à l'heure je disais à l'entame de mon propos, que nous devons mobiliser des ressources domestiques pour pouvoir financer, parce qu'on ne peut pas toujours continuer à dépendre de l'aide publique au développement. À un moment donné, quand vous dépendez de l'aide publique au développement, c'est que vous êtes verrouillé. Parce qu'il suffit simplement que nos partenaires disent, mais pour telle ou telle raison, nous suspendons l'aide publique. Qu'est-ce qu'on fait? Donc nous devions travailler aujourd'hui à amplifier l'ensemble des initiatives permettant de mobiliser vraiment des ressources endogènes. À l'intérieur. À l'intérieur de notre pays. Mais ces ressources-là, il va falloir les activer. Pour les activer, c'est le secteur privé. Le secteur privé doit être, il me semble-t-il, ça c'est un élément important que nous devons avoir dans le regard à partir dans les prochaines années, pour que ce soit vraiment le moteur de la croissance. Ça veut dire quoi? Nous avons un tissu informel qui est extrêmement élevé dans nos pays. Il faut travailler à réduire le tissu informel. En formalisant les entreprises, en respectant toutes les conditions qu'il faut pour formaliser oui, ça dit que ça, c'est quelque chose qui est déjà là, mais il faut renforcer. Il faut inculquer la culture de l'entrepreneuriat. Quand vous prenez les Américains, c'est les États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il faut la culture de l'entrepreneuriat. Et cette culture de l'entrepreneuriat doit faire en sorte pour que dans nos pays, on ait des champions nationaux. Et ces champions nationaux, c'est eux qui vont drainer en fait toute la génération d'entrepreneurs, et que ce soit dans les médias, il faut des champions, que ce soit dans les banques, dans l'industrie. Monsieur Wangele, quand vous écoute, votre discours n'est pas nouveau. C'est un discours connu qui se tient. Mais en réalité, dans les faits, les chefs d'entreprise se plaignent de la dette intérieure importante, l'État qui ne serait pas un bon payeur. Est-ce que ça, c'est des réalités aussi qui freinent le développement de l'entreprise privée? Oui, c'est vrai, mais il faut relativiser. À quel niveau? Il faut relativiser. Je pense que pour le peu que je sais, dans les entreprises privées, le problème majeur, c'est le problème de gouvernance. Disons. Et mon discours, c'est de dire que si demain nous voulons changer l'équation pour rester en alignement par rapport au plan de développement de notre pays, c'est que, et faire en sorte pour que le secteur privé contribue, disons, à l'effort national, dans une proportion assez raisonnable, il est important qu'on travaille sur le tissu privé. Et dans tous les pays, il y a des moments où on a des fragilités. Donc, et ces fragilités-là sont passagères. Parce que l'État a vraiment beaucoup investi, mais généralement, je n'ai pas entendu, en tout cas, que l'État béninois est un État mauvais payeur. Je n'ai jamais entendu. Beaucoup se plaignent de ne pas être payé peut-être à temps, et puis ensuite... Ça peut se régler. Ça peut se régler. Oui, mais ça peut se régler. Donc, les ça entreprises veut ont dire qu'il besoin avec l'association des consommateurs, et pour alerter, peut-être même que les autorités ne sont pas au courant. Donc, vous savez, dans un État, il y a plusieurs sous-organisations. Donc aujourd'hui, on a tout ce qu'il nous faut, me semble-t-il, pour pouvoir, disons, si on a des difficultés, de pouvoir faire remonter. Je vous parlais du Conseil économique et social, qui est quelque chose de très important. Je suppose qu'il y a d'autres branches, il y a des corporations qui sont là, comme ça se fait dans tous les pays. C'est-à-dire qu'on a un espace de liberté qui fait qu'on peut, disons, se plaindre et dire, bon voilà, il y a ceci et ça permettra justement au gouvernement de s'ajuster. Donc en fait, pour vous, le développement de notre pays devrait être purement économique, si on vous suit. Non. Je n'ai pas le fond de ma pensée. Malheureusement, malheureusement, l'économie est transversale. Que demain vous fassiez, quand on développe le tourisme, tout ça là derrière, c'est parce qu'on a à cœur l'économie. L'économie, pour moi, c'est le socle du développement. Une économie qui n'est pas bien maîtrisée, une économie qui n'est pas bien équilibrée, peut fragiliser le développement de notre pays. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la culture, il y a l'éducation,
l'éducation, il y a la santé. Il faut veiller aussi que tous les Béninois se portent bien. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un effort qui est fait avec le programme H, j'ai lu dans l'actualité, qui permet d'avoir une couverture maladie. Okay. Donc, parce que vous deviez veiller à ce que tous les Béninois se portent bien. Donc, tout ça, c'est un ensemble de choses sur lesquelles, de leviers sur lesquels il faut travailler. Donc, quelle est la place du social alors? La place du social. Bon, ben, écoutez, le social, de par ma définition, quand vous faites en sorte pour que chaque citoyen de notre pays bénéficie de soins, ou bien arrive à se loger, arrive à manger à sa faim, au moins les 3 repas, et puis assurer l'éducation des enfants, je pense que ce n'est que ça, ce que j'appelle la réponse sociale. Et ça, pour pouvoir le mesurer, si aujourd'hui on doit le mesurer, il y a des instances qui sont là, qui doivent regarder pour voir est-ce que l'indice de développement humain, est-ce que les choses évoluent bien conformément aux règles. Donc pour moi c'est ça. Je peux comprendre que parfois on se plaint sur un certain nombre de choses, mais je pense que c'est passager. Mais dans l'entendement des Béninois, quand on parle de social, ce n'est pas ce que vous dites, là, M. Montchelé, c'est beaucoup plus. C'est la possibilité à l'État de faciliter un certain nombre d'accès aux populations. C'est peut-être aussi une question de générosité aussi, parce qu'on dit souvent que l'argent ne circule pas dans le pays. Et donc le social pour les uns et les autres, c'est la circulation de l'argent. Je peux comprendre que dans un pays qui amorce une politique volontariste d'investissement, et avec une pression fiscale, et d'ailleurs qui est pour le Bénin qui est en deçà de la norme communautaire. Je peux comprendre que les gens ont l'impression que l'argent ne circule pas. Mais très sincèrement... Pour vous, c'est l'impression? Non, je peux comprendre. C'est peut-être une réalité. Peut-être. C'est peut-être une réalité. Vous ne viviez pas cette réalité apparemment. Si, ça m'arrive de... Je vais vous donner, je suis, disons, un consommateur de bouillie. Donc, bon, de ce point de vue, je vois le prix de la bouillie, le prix comment vous appelez, de votre corps. Donc, voilà, des beignets. Oui. Donc, je peux comprendre. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est lié forcément, disons... à un problème au Bénin. Ça peut être un problème conjoncturel. Ça peut être les crises ont un impact sur nos pays. Et le rôle d'un gouvernement, c'est comme un pilote qui a plusieurs manettes, qui doit s'assurer que les choses se passent bien. Bon, c'est notre responsabilité. Nous devions l'accepter, l'ajuster. Si on sent que le niveau des prix c'est trop élevé, en ce moment-là, l'État sait ce qu'il faut faire. C'est des questions de subvention, etc. Mais je pense que la génération future doit essayer de travailler et ne pas s'attendre qu'à des subventions. Ça, c'est une mauvaise habitude d'attendre que des subventions. Donc, il faut que nous-mêmes, nous travaillions à créer de la richesse. Et l'État fera jouer son rôle. Et je pense que c'est cette dynamique que je constate dans notre pays, le Bénin. Je voudrais rappeler à toutes les utiles, à tous nos téléspectateurs et à nos auditeurs que vous êtes un technocrate, et donc, comme je l'ai dit, un banquier expert financier international. Vous êtes préoccupé par les questions d'intégration. Tout à l'heure, dans votre speech, vous avez parlé de la CEDEAO, vous avez parlé de lui et moi. Parlons-en, M. Montchelé. La CEDEAO, telle qu'elle se présente aujourd'hui pour vous, est-ce qu'elle constitue l'institution vraiment économique et d'intégration sous-régionale? C'est une excellente question et je vais vous faire une confidence, c'est que, bon, moi j'ai fait une bonne partie de mes études à la fois en Afrique, en France et aux États-Unis, donc je suis à l'aise. Et je vais vous parler pourquoi l'intégration est très importante. Allez-y. J'ai vécu en Europe le passage des monnaies nationales vers l'euro. Et j'ai compris que l'intégration, c'est quelque chose d'important. Parce qu'avant, quand je quittais Paris pour aller à Bruxelles, je prends le franc français, je change en franc belge pour pouvoir faire des transactions. Mais dès que l'euro est venu, c'est plus facile dans la tête de pouvoir faire facilement, de se projeter. Donc, l'intégration est quelque chose de très important. Chemin faisant, j'ai été recruté par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Est pour diriger le JMIOMOA. J'ai été le premier patron de cette institution-là. Pendant 17 ans. Pendant 17 ans. D'ailleurs, on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent parce qu'aujourd'hui, le Bénin doit savoir que quand une transaction se passe entre deux banques, c'est grâce à leur fils, Blaise Awanchili. Parce que c'est moi qui ai mis en place tous ces systèmes-là dans la zone UEMOA.
Bien entendu, avec le soutien de la Banque centrale, mais le soutien des acteurs, les banques, etc. Alors, pourquoi je dis ça? Quand je suis venu, j'ai compris la force de l'intégration. L'intégration, et j'ai épousé l'intégration. Et je pense que l'intégration, c'est notre salut. La fragmentation de nos pays est source de fragilité. Et ça, je veux que vous le notiez. Dans 5 ans, 10 ans, vous allez dire que j'ai raison. Parce que nous avions vu, modestement dans les fonctions qui furent les nôtres, qu'il y a des acteurs qui poussent à la fragmentation. Des acteurs politiques ou... Non, je ne parle des acteurs même économiques, des mastodontes, qui poussent à la fragmentation pour pouvoir continuer à nous contrôler, continuer à nous contrôler. Nous n'allons pas... On a déjà divisé nos pays, maintenant on ne va pas revenir en arrière. Le Bénin est un pays souverain, le Nigeria est un pays souverain, les autres pays sont des pays souverains. Alors, je vais revenir à votre question de la CEDEAO, mais c'est important que je fasse ça pour que les jeunes puissent comprendre. Allez-y. Et donc, cette fragmentation est source de problèmes. Donc, il faut que nous nous intégrons. Parce que nous ne sommes plus seuls. Déjà, avec la technologie, on est déjà intégrés, on était interconnectés. Et donc, quand j'ai compris qu'il fallait mettre en place, il fallait utiliser l'intégration, déjà pour réussir le projet qui est le mien, et je me suis dit, mais quand j'ai vu la croissance, la valeur ajoutée de l'intégration, disons, aux chiffres, aux performances de cette institution, c'est là où j'ai compris qu'il y a quelque chose à faire. Nous avons la chance d'avoir une union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi. Nous avons la chance d'avoir la CEDEAO. Nous avons la chance d'avoir la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je pense qu'il faut saluer les pères fondateurs qui ont eu cette initiative. Parce qu'ils ont compris que le fait d'avoir une monnaie unique, moi je ne vais pas parler, le nom là, bon, oui, mais beaucoup de discours. Monsieur Wantélé, ça fait quand même 50 ans qu'on a la CEDEAO. Oui, vous avez raison. Vous dites qu'il faut saluer les pères fondateurs, mais finalement, il faut continuer les conclusions. Je vais d'abord les saluer. Oui. Je vais faire un petit diagnostic et je vais vous donner la solution. D'accord, allez-y. Voilà. Donc, il faut saluer ce qui a été fait. Le diagnostic est connu, c'est la solution qui nous intéresse. Mais allez-y quand même. Mais disons que la solution, c'est pour dire que l'intégration, c'est notre salut. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 défis majeurs au niveau de l'intégration. Lesquels? Et ces défis, c'est d'abord, le défi, c'est un défi économique. Deuxième défi, que tout le monde sait, c'est un défi monétaire. Et le troisième défi, c'est un défi sécuritaire. Les questions politiques, moi je pense qu'il faut les mettre en périphérique de nos actions. Et la jeunesse du Bénin, de l'Afrique, doivent travailler par rapport à ces 3 défis-là. Dans le défi économique, il y a tout. Il y a le social, il y a l'éducation, il y a tout. Donc quand je parle d'économie, il faut le voir de manière holistique. Il ne faut pas le voir simplement de manière isolée. Donc demain, ne me posez pas la question, vous n'avez pas parlé de culture. Il y a tout dans l'économie. Comment l'économie couvre tout. Donc le défi, il me semble que l'enjeu demain de l'intégration, c'est de travailler à adresser ces défis-là. Je vais vous donner des exemples. Aujourd'hui, vous avez l'UEMOA, c'est 8 pays. On est sur le premier point économique. L'UEMOA, c'est 8 pays. Oui. La CEDEAO, c'est 15 pays. 3 pays sont à côté. Moi, je considère qu'ils ne sont pas partis. Et je pense qu'on doit se battre pour les ramener ensemble. Personnellement, je pense qu'on doit se battre. Qu'ils aient créé une confédération qu'on appelle l'AES, ce n'est pas grave. Mais il faut faire en sorte pour que nous dialoguons ensemble. Ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les futures générations. Donc, pour moi, vous imaginez que quand vous regardez, prenez le plan national de développement de nos pays. Qu'est-ce qu'on utilise comme référentiel? On va dire l'Union économique, source BCAO, source l'Union économique et monétaire, source FMI. Il faut regarder. Ça veut dire que nous-mêmes, nous concevons nos politiques de développement en utilisant des sources, ou bien sources ODD, sources UEMOA, etc. Ça montre que nous ne sommes pas un pays isolé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir du moment où nous concevons nos politiques nationales de développement en utilisant des référentiels régionaux, ça veut dire que l'intégration est quelque chose de très important. Mais prenons garde. Et ça, c'est un message fort. Et je profite d'ailleurs de votre antenne pour la première fois où je viens, pour alerter les autorités politiques sur, pour moi, la nécessité de réformer ces instances-là. La CEDEAO, l'UEMOA. Il faut que nous réformons ces instances. Ça fait longtemps qu'on en parle. Mais je vais vous donner les solutions. Et pourquoi je dis ça? L'UEMOA, les 3 pays qui ont quitté la CEDEAO sont dans l'UEMOA. Pourquoi? Parce qu'on partage la monnaie.
On partage la même politique économique. Oui, parce que dans la consolidation des chiffres de l'UEMOA, vous voyez les chiffres de nos amis et frères de l'AES. On est d'accord? Ouais. Dans la CEDEAO, aujourd'hui, les chiffres sont là, mais mis en veilleuse. Mais nous sommes en train de travailler pour aller vers une monnaie communautaire qu'on appelle l'ECO. Deux choses à savoir. On ne peut plus concevoir, à mon sens, disons, la monnaie comme il y a 50 ans. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a la technologie. La technologie doit nous faire évoluer dans notre façon de concevoir la monnaie. Et ça, c'est quelque chose que vous savez que je connais très bien pour avoir travaillé pendant près de 17 ans aux côtés de la Banque centrale. Donc, imaginez-vous demain, quand vous prenez le CFA, référence UEMOA, et demain, vous avez une monnaie où vous avez 12 pays, si je considère que les 3 pays sont de côté, oui, bien sûr. Et vous allez concevoir, vous allez dire quoi, référence? Donc, vous allez faire référence admettons, à la politique économique de la commission de la CEDEAO. Mais cette politique économique de la commission de la CEDEAO, ça peut ne pas regarder les gens de l'AES, parce qu'ils ne sont pas là-dedans. Donc, la solution, c'est quoi? Il faut revenir au dialogue. Avec les États de l'AES. Ah oui, il faut revenir au dialogue. Et ça, il faut montrer des signes de réforme. Et le président de la République, son excellence Patrice Talon, l'a dit à Abuja. Aujourd'hui, et même il a dit quand il a reçu le président du Sénégal, qui est un jeune aussi, le président Diomaye Faye. Et il a dit que les enjeux aujourd'hui de l'intégration, c'est vraiment de l'économie, c'est monétaire et la sécurité. Parce que la paix aussi a un prix. Oui, donc ce qu'il faut faire, je vais terminer, je vais passer là. Oui, allez-y, vous allez finir sur le point économique et puis on va passer sur... Pourquoi je dis ça? Parce que si demain, on ne fait pas cette réforme, on va avoir un problème, on va avoir une union à géométrie variable. Et c'est ce que je veux éviter. Ça veut dire que vous allez avoir une politique économique qui ne s'intéresse qu'à une partie vraiment de la communauté. Donc, pour moi, ce que je propose, c'est une réforme. Mais il faut avoir de l'audace. Et je pense que la future génération doit avoir de l'audace dans les choix. On doit réformer la CEDEAO, qui fait de belles choses. Ça, il faut l'avouer. La CEDEAO, au plan économique, au plan culturel, ils font de très belles choses. Mais la politique vient ternir, malheureusement, ce que la CEDEAO est en train de faire. Mais c'est une organisation politique aussi, la oui, CEDEAO, mais est-ce que nous sommes obligés, quand vous dites qu'on fait de belles choses... 50 ans, il faut revisiter les choses. Qu'on fait de belles choses sur le plan économique et tout ça, mais on peine à aller vers l'éco jusqu'à présent. Comment vous expliquez ça? Eden TV... Mais si vous avez une existence de 5 ans, vous faites une pause. Vous faites ce qu'on appelle un diagnostic. Et puis vous l'adressez. Donc il faut avoir l'audace, il faut que la future génération, et ça c'est des chantiers sur lesquels nous pouvons donner notre avis, mais en toute transparence, il faut aujourd'hui arriver, il faut des gens audaces, et avec toute la reconnaissance qu'il faut faire au père fondateur de la CEDEAO, de dire maintenant il faut qu'on réforme. Et les 3 axes, pour moi, de réforme de la CEDEAO, c'est l'économie, la monnaie, c'est-à-dire monétaire, et puis la sécurité. Et comment on fait? Comment on fait? Ça veut dire qu'il faut changer les choses qui font mal. Les choses qui font mal, c'est-à-dire qu'il faut attaquer ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est l'économie. Ce qui nous unit, c'est la monnaie. Ce qui nous unit, c'est la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un prix pour la paix. Vous voyez, quand j'ai vraiment une pensée pour nos frères qui sont en train au combat face au terrorisme, qu'il faut saluer. Donc si vous prenez ces axes-là, ces piliers, et que derrière, on réunit tout le monde, et on laisse de côté les questions politiques qui amènent des problèmes de souveraineté qui peuvent se comprendre, vous allez voir que la CEDEAO, on peut même faire évoluer ça peut être l'Union de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas? Et on peut faire évoluer l'Union économique, l'UA ne s'appelle pas l'UA, avant c'était l'OUA. Mais ça n'a toujours pas marché, justement, c'est un gros problème. C'est dit que vous, même les journalistes, vous devez regarder et investiguer. Il y a des choses qui marchent. Nous regardons, mais nous ne voyons rien qui marche. Je vous donne un exemple simple. Vous regardez mal. Il faut bien regarder. On regarde très bien. Monsieur Ouadjali, je sais que vous circulez beaucoup dans l'espace de la CEDEAO, par exemple. La question de la libre circulation des personnes et des biens est un problème. Là, vous avez bien regardé. Oui, absolument. Difficile aujourd'hui de circuler dans l'espace. Non, là, je reconnais quand même sur ça que vous avez bien regardé. Merci d'avoir entendu. Moi-même,
je peine de voir qu'on parle de libre circulation des biens des personnes et que dans les faits, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça. Mais bon, ça va arriver. Mais ça va arriver quand? Oui. Parce que parlons-en, c'est un sujet important puisque vous dites qu'il faut réformer les choses, vous appréciez un certain nombre de choses. Mais comment vous concevez que dans le même espace, vous avez pris l'exemple de l'Europe, où on peut circuler d'une frontière à une autre avec une monnaie commune, mais difficilement dans nos petits pays, pour passer une frontière, c'est tout un protocole. Ouais, et puis après, ben, aujourd'hui même, c'est très compliqué. Je dois vous avouer que c'est des choses que nous vivons et ça fait beaucoup de peine. Et donc, je voudrais inviter les futurs gouvernants des différents pays qui vont participer à cette réforme. Mais quelle solution vous avez? Mais la solution est simple. Oui. La solution n'est que technique. La solution n'est même pas... La solution est technique. C'est-à-dire que c'est d'accepter... Comment ça se fait? C'est d'accepter vraiment le principe de libre circulation tout en maintenant sa souveraineté. C'est d'accepter le principe de libre circulation en disant que nous sommes les mêmes peuples et de sauter les barrières. Parce que je ne suis... Il n'y a que ça. Mais ça, pour le faire, c'est quoi? Il faut discuter. Il faut que les pays se parlent. On parlera de sécurité. De sécurité. Il faut que les pays soient alignés par rapport. Parce que vous savez, chaque pays va vous dire, ah, mais moi, c'est un problème de sécurité interne. Donc, il faut se parler. Il faut se parler et trouver des solutions. Est-ce que ce n'est pas la base? Est-ce que ce n'est pas la base? Est-ce que ce n'est pas de là que tu dois partir? Mais je suis Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à faire ça... C'est un problème d'identification des personnes. On peut mettre en place des systèmes pour que quand les gens passent, on sait qui parle. C'est simple. C'est pour ça que j'ai dit que le problème est technique. Après, il y a une volonté politique qui est là. Mais à l'évidence, la réforme, je pense que si on tend vers la monnaie éco de la CEDEAO, il y a une nécessité de réformer la CEDEAO ainsi que l'UEMOA. Ça, c'est incontestable. Parce que vous ne pouvez pas avoir une politique monétaire de l'Union économique et monétaire, l'UEMOA, une politique économique de l'Union économique et monétaire, l'UEMOA, une politique économique de la CEDEAO, avec une monnaie qui appartient à 12 pays, et dans les autres, vous avez 8 pays, une autre monnaie. Vous allez avoir un système à géométrie variable. Il faut qu'on le fasse. Et si la CEDEAO, le nom pose un problème, il faut qu'on voit l'audace de dire, bah, écoutez, appelons-la l'Union de l'Afrique de l'Ouest. Ça ne gêne pas. Et amener les gens maintenant, et nos pays qui ont quitté, à venir pour qu'on ait une union plus intégrée. Et moi, je militerai pour que ces 3 pays rejoignent cette nouvelle union. Hein, parce que les axes que nous avions choisis, c'est l'économie, la monnaie et la sécurité. D'accord. C'est vraiment cette solution que je veux que vous le notiez pour l'histoire. Au moins, vous direz que M. Blaise Avantieri l'a dit devant votre antenne. Votre antenne sera vraiment... dans les annales, vous allez voir. On va y arriver. D'accord. Mais certains pensent aussi que s'il y a des blocages, c'est peut-être à cause d'autres pays qui n'ont pas intérêt à ce qu'on aille à une intégration. Qu'est-ce que vous répondez à cet état d'esprit, cette façon de voir? Non, vous savez, non. Ça, c'est un... On ne va pas, nous les jeunes, on ne va pas rentrer dans ce débat. Comment? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, monsieur le grand journaliste, vous êtes quelqu'un de brillant que j'apprécie, je vous regarde depuis des années. Aujourd'hui, quand vous voulez négocier, mais vous n'avez pas, vous pouvez négocier avec qui vous voulez. On n'a plus de complexe aujourd'hui. Cette époque-là est terminée. Pourquoi? Parce que la plupart des élites africaines font les écoles dans ces pays-là. On peut négocier. Nous, ce débat-là, ça ne nous concerne pas. Hein. On n'a pas de problème pour travailler avec n'importe quel pays. On peut travailler avec la Chine, la France, les États-Unis, la Russie, l'Inde. On peut travailler avec tout le monde. C'est d'ailleurs mieux de ne pas personnaliser ce type de débat. Pour moi, là où il y a notre intérêt, là où les gens veulent travailler avec nous, on va négocier. Donc, moi, c'est ce que je pense fondamentalement. Bon, maintenant, vous me dites, chaque fois on dit ça, mais on ne bouge pas. Mais pour le faire, c'est qu'il faut des gens audacieux. Et je pense que le Bénin a donné des exemples d'audace. Audace en matière de développement, audace en matière... Vous savez, moi je pense que c'est quelque chose qu'on peut citer comme exemple. Donné, oui, mais justement, vous parlez de ça, mais vous voyez tous les problèmes que le Bénin a avec le Niger, par exemple. Ça fait des années que ça dure, les populations souffrent. Non, ça va être réglé. Mais ça va être réglé. Oui. Non, mais vous savez, au-delà de ce que nous voyons, les populations sont intégrées. Hein. Excusez-moi, dans le bus que vous avez vu la fois dernière, qui a échoué dans le fleuve de Atio, non, c'est ça. Mais il y avait des nationalités nigériennes là-dedans. Oui, d'accord. Il y avait des Maliens là-dedans. Ce n'est pas une preuve d'intégration, ça. C'est un moyen de transport utilisé par... Les gens sont intégrés. Vous êtes déjà allé à la frontière avec le Niger pour voir un peu comment ça se passe? Oui, mais disons que je suis déjà
allé, mais pas, je suis allé il y a quelques années. Mais j'avoue que depuis que cette histoire a commencé, je suis pas Allez-y, voir un peu la souffrance des populations. Quand vous parlez d'intégration, les échanges commerciaux sont très difficiles. Vraiment, je compatis. Mais nous avons, c'est une mission que nous devions faire en sorte pour que nos pays. Il y a une volonté aussi, en tout cas, il y a une volonté du Bénin de renouer avec ces pays-là. Mais nous devions nous ne devions pas baisser les bras, parce que nous sommes des frères. Je suis convaincu qu'au Bénin, vous avez toujours un frère au Niger, et le Nigérien a un frère ici, au Bénin. Au Bénin, vous avez un frère au Togo, et le Togolais a un frère au Bénin. Au Bénin, vous avez un frère au Burkina, et au Burkina, on a un frère ici. Le reste, vous savez, on n'a pas de frère dans la mer. La mer, c'est pour vous dire que la mer nous appartient. C'est pour vous dire qu'on n'a même pas le choix. Il faut continuer. Il faut continuer à insister. Nous devions dialoguer et faire en sorte pour que l'intégration soit parfaite. Vous dites que le Bénin fait des efforts, mais si le Bénin fait des efforts, qu'en face, il y a un mur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout porte à croire qu'il y a un mur. J'ai vu les chefs d'État se déplacer, aller rencontrer les autorités. C'est déjà un pas, ça va venir. J'ai vu que, bon, des discussions sont là. Je pense que... Vous êtes très optimiste. C'est votre nature d'être optimiste? Moi, je suis un afro-optimiste. Bon, parfois, c'est le temps. Mais le temps est notre meilleur allié, cher ami. Nous voyons ce qui se passe dans nos pays en matière de développement, les progrès qui sont connus dans nos pays. Bon, il a fallu quand même un travail qui a été fait par nos aînés depuis les indépendances avec les gouvernants successifs qu'on a. Moi, j'ai commencé à suivre surtout à partir de Kérékou. J'étais jeune, un enfant. On a vu le travail qui est fait, le président Soglo, le président Yaïbouni, le président Talon. Donc, on a patienté et on avance. Maintenant, il y a un nouveau cycle qui va commencer à partir de 2026 pour le Bénin, mais avec certainement de nouveaux dirigeants qui vont avoir à cœur de développer leur pays et qui doivent savoir qu'ils ne sont pas... On n'est pas isolé et qu'on a besoin plus d'intégration et qui vont renouer en fait les discussions. Moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, ce sujet-là va être réglé. D'accord. Nous allons parler, si vous le permettez, maintenant des défis sécuritaires, M. Blaise Awanchede. On parle d'économie, on parle de social, mais rien de tout ça n'est possible dans un environnement sans sécurité. Sans la paix. La question du terrorisme, comment vous entrevoyez les solutions pour ça? D'abord, la façon dont la CEDEAO approche ce type de questions, est-ce que ça vous convainc de la possibilité de régler cela pour l'avenir? C'est une belle question. Aujourd'hui, en tout cas dans le contexte de nos pays, on ne peut plus concevoir le développement sans la sécurité. Ça doit faire partie, me semble-t-il, des volets que nous devons toujours regarder. Et nous devions nous donner les moyens pour financer la paix à un prix. D'ailleurs, je rappelle, quand vous regardez les ODD, bon, dans les piliers, ils parlent de la paix, mais pour moi, ce n'est pas seulement les cultures, tout ça, mais c'est vraiment comment on s'assure pour qu'il y ait les citoyens de chaque pays, et moi je vais parler du Bénin, puissent circuler librement du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça, c'est très important. Et je pense aujourd'hui, pour adresser ce sujet, on ne peut que le faire sous 3 angles. Lesquels? Le premier angle, c'est d'abord nous-mêmes de nous donner les moyens pour pouvoir faire face aux problèmes de sécurité. Ça veut dire qu'il faut doter. Il faut doter l'armée de moyens logistiques, mais aussi de moyens de renseignement. De moyens de renseignement. Et c'est important. Il faut aussi travailler avec les populations pour les sensibiliser, pour renforcer, si vous voulez, la veille sécuritaire qui est très importante. Le deuxième angle, c'est la nécessité de travailler avec nos pays voisins. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous devez regarder vos frontières. Donc il y a une nécessité d'échange de renseignements, échange d'informations pour s'assurer et des points périodiques pour faire un peu, disons, l'état de l'évolution de la sécurité au niveau des frontières. Mais le troisième, c'est le développement, monsieur. Le développement. C'est le développement. Parce que si vous avez un pays qui est bien développé et qu'il y a de quoi, et que tous les... Moi, mon rêve, c'est avoir tous les Béninois qui ont un âge de travailler,
puissent avoir leur pain. Mais, M. Arouantchédé, le terrorisme existe dans les pays développés. Hein? Oui. Vous parlez de développement, mais le terrorisme existe en France, dans l'Europe, au Moyen-Orient et tout ça. Oui, donc, mais c'est des questions qui sont un peu récentes. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu. C'est des questions récentes. Hein. Oui, ben, c'est quelque chose d'il y a 20 ans, tout ça. Mais ça existe quand même. Malgré le développement, ça existe quand même. Ça existe, mais les sources, on les connaît. Maintenant, ce que j'ai dit, comme vous m'avez dit au départ, de vous donner les solutions. Oui, donc je ne veux pas rentrer dans l'origine de tout ça, tout le monde connaît. Oui. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Pour moi, c'est les solutions. Le sujet est là, comment on l'adresse. Donc je vous ai donné les solutions. J'ai dit il faut développer nos pays. Il faut faire en sorte pour que, en tout cas pour le Bénin, par exemple, le Nord, là où il y a un terreau, il faut développer. Il faut une politique de développement de ces pays-là. Et il faut qu'il y ait de l'emploi qui soit créé et que les jeunes soient mis au travail. Quand le jeune, il a de l'argent et quand il travaille, je pense que ça va être très difficile de pouvoir le contraindre. Qui a envie de se donner à la mort? Non. Ça, c'est souvent les questions d'emploi, de chômage, qui fait que les gens sont une alternative, on arrive à les convaincre. Tout au moins, on aurait atténué. Donc, premier levier, se donner vraiment les moyens pour pouvoir, puisque c'est déjà là. Deuxième levier, l'intégration. Par exemple, la CEDEAO, c'est pour ça que la réforme de la CEDEAO, telle que je l'indique, cette réforme-là doit prendre en charge la sécurité pour voir comment on mutualise les forces. Mais j'ai dû voir qu'il y a des choses qui sont en train de faire. D'accord. Donc, pour moi, c'est ces leviers et le développement, c'est aussi la clé. Faire en sorte pour qu'il y ait moins de chômage, pour que les gens travaillent. Et il faut développer toutes les zones du pays. Du nord au sud, il faut développer. Donc, moi, je veux voir des Glodjibé au nord, au centre, partout. Vous voyez un peu ce que je dis? Bon, les zones industrielles, pardon. Les zones industrielles partout. Pour qu'on développe le pays, ou bien des zones spécialisées. C'est déjà prévu dans le plateau par le gouvernement. C'est ce qu'il faut faire. Mais où étiez-vous, monsieur Blaise Arouantchédé? Vous avez visiblement de belles idées. Alors, où étiez-vous? Est-ce qu'il vous est arrivé de conseiller quand même nos décideurs sur ce type de sujet? J'ai de très bons rapports avec les autorités, sans trahir de secret. Donc, j'ai contribué au début, pendant près d'1 an, dans le cadre du conseil qui a été mis en place par le président de la République, à la réflexion stratégique sur l'administration intelligente, tout ce qui est digitalisation. De temps en temps, je rencontre mes amis qui sont au gouvernement, avec qui je parle, je jette des idées. Vous avez raison. Comprennent? Ils vous écoutent, ils vous comprennent? Bien sûr, ils m'écoutent bien. Et je pense que si j'ai accepté d'être ici, c'est également aussi pour que ma voix puisse se porter aussi, pour que les gens puissent écouter. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire ce que je pense, vraiment. Donc, j'étais là, mais bon, j'avais des missions. Qu'ils vous souviennent que j'avais une mission qui m'a été confiée par la Banque centrale, j'avais un droit de réserve, donc je devais travailler. Moi, je devais travailler à réussir cette mission. C'est ce que j'ai fait. Mais maintenant, je pense que je suis là pour accompagner cette dynamique. Vous êtes, vous voyez, je suis au Bénin. On est au Bénin d'ailleurs. Oui, on est au Bénin, absolument. Vous avez remarqué, on est à Cotonou, une belle capitale. Donc, on est là. Alors qu'est-ce qui reste à faire maintenant pour le développement du Bénin? Parce que nous avons parlé de l'intégration, nous avons parlé de la CEDEAO, nous avons parlé de lui et moi. Nous allons finir, on a 5 minutes encore, nous allons finir par notre pays, le Bénin. Voyez-vous, tous les efforts qui sont constatés aujourd'hui pour que notre pays ait une visibilité, qu'est-ce qui n'a pas été fait selon vous et qu'il est important de faire? Bon, je pense qu'aujourd'hui, la voie est bien tracée pour notre pays. Très objectivement, la voie est bien tracée pour notre pays. J'ai eu à fréquenter beaucoup de pays, en Afrique déjà et en Europe. Ce qui reste à faire, c'est d'abord commencer là où on est et de projeter le Bénin pour faire de notre pays un pays à l'image de la Malaisie, de Singapour. On donne ces références-là, mais adapté à notre environnement. Mais je dis ça pour que vous voyez où nous devions projeter. J'ai tiqué un peu quand vous avez parlé de la Malaisie. Oui, parce que Dubaï, les Émiratiens ne souffrent pas. D'ailleurs, même c'est les gens qui viennent travailler dans le pays. Ils souffrent de leurs mots. Et voilà, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont tellement développé leur pays que c'est les étrangers qui viennent travailler. Il faut j'espère que dans 15-20 ans, tous les Béninois qui sont chez eux puissent avoir le fruit des efforts que nous sommes en train de faire. Pour que
la richesse soit mieux distribuée. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut poursuivre la politique d'investissement. Ça, il faut le poursuivre. Il faut, disons, faire en sorte pour qu'il y ait plus de discipline. Mais discipline partout. Discipline dans la gestion des entreprises, que ce soit privées ou publiques, parce que c'est important. Parce que je rappelle, quand vous regardez le projet de loi de finances, on veut s'appuyer, on peut faire du secteur privé le moteur de la croissance. Oui. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que ceux qui dirigent les entreprises gèrent bien et que ces entreprises-là contribuent à l'effort national en fait, en matière de ressources, que ce soit fiscales, etc. Il faut continuer, je vous ai parlé de l'éducation, il faut développer la culture de l'excellence. Il faut aussi faire en sorte pour qu'il y ait des champions nationaux. Il faut que des gens soient des repères, des références, comme on en connaît au Nigeria, Tony Omilou. Il faut qu'il y ait des références dans notre pays. Et je pense que ce type de chantier, le Conseil économique et social, par exemple, peut porter ce type de chantier parce qu'il a une neutralité. Il n'y en a pas suffisamment au Bénin, il y a quand même quelques petits... Oui, il y a des champions, mais ces champions-là, il faut les révéler. C'est-à-dire il faut les éclore. Il faut sortir, il faut changer de mindset, il faut changer d'état d'esprit. Et on a une culture très conservatrice, on a une culture très réservée, mais il faut qu'on sorte. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Moi, je vois des entreprises qui ont des problèmes. Par exemple, on peut consulter notre entreprise pour trouver des solutions. Donc voilà, donc, si on arrive à faire tout ça, dans 5-10 ans, vous n'allez pas reconnaître le Bénin. Et ça, il faut une nouvelle génération pour porter cette dynamique-là, une nouvelle élite qui porte cette dynamique. Et bien, comme je le dis souvent, il ne s'agit pas d'opposer les générations. On est obligé de travailler ensemble, main dans la main. Les aînés ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Comme je vous avais dit, depuis, moi je suis l'actualité, mais de manière très active, depuis la conférence des forces vives de la nation, que ce soit Soglo, qui a d'ailleurs écrit un excellent bouquin, que j'invite les jeunes à lire. Et on voit qu'il y a un progrès, on voit que le Bénin progresse. Et ce progrès-là, il ne faut pas l'arrêter. Il faut le poursuivre. Les acquis, il faut les préserver. Parce que ce n'est pas nous, c'est la future génération, c'est nos enfants. Demain, ce que nous devons faire, c'est de maintenir cette dynamique-là, travailler. Et ça n'a pas de politique, que ce soit X ou Y, cette dynamique-là doit être poursuivie et main dans la main. La dynamique du développement. Pour les jeunes. Ça veut dire quoi pour les jeunes? Les jeunes doivent faire moins de politique et plus de... Ah bon? Pourquoi vous pensez qu'on doit faire moins de politique? Moins de politique et faire plus de développement d'économie. Non, c'est pour vous dire on dit souvent que si vous ne faites pas la politique, elle finit par vous faire... Prenez le cas du Maroc. Oui. Ils ont réussi quelque chose. C'est un royaume, le Maroc. Mais oui, pas, mais oui les gens s'expriment. Oui. Mais ils font moins de politique. Vous n'allez pas comparer un royaume à une république où on fait des élections. Les fondamentaux de développement sont les mêmes. Oui, mais là-bas, c'est de père en fils et tout ça. Il n'y a pas de... Non, je veux dire que, par exemple, au Maroc, les gens s'expriment. Mais c'est une question de mindset. Les pays développés, ben, ils se développent. La France, les États-Unis, c'est un peu les mêmes régimes que nous avons, mais ça se développe. Il faut changer les mentalités. C'est-à-dire, quand je dis de faire moins de politique, mais en réalité, ce que je veux dire, pour moi, ce n'est pas parce que vous intervenez dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut avoir à cœur comment on développe notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, il faut développer l'esprit patriotique. D'accord. Il faut développer l'esprit patriotique. D'accord. C'est ça que je voulais dire. Monsieur Aguantélé, c'est vrai que vous êtes technocrate. On a parlé vraiment presque exclusivement de développement. Je ne vous laisserai pas partir de mon plateau sans vous demander au moins comment vous envisagez la présidentielle de 2026. Comment vous voyez ça? On est à quelques mois seulement. Prenez le temps de nous dire. Non, c'est une bonne question. Bon, j'essaie d'esquiver les questions politiques, moi, je pose la question à un citoyen, qui suit l'actualité, vous l'avez dit, vous suivez beaucoup l'actualité. Oui, comment envisagez-vous Non, je pense que s'il y a tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on ait une élection paisible, inclusive, et que le peuple, qu'on fasse en sorte pour que le peuple adhère vraiment au choix qu'il aurait choisi, puisque c'est le peuple qui est je dirais, l'actionnaire de l'État, donc de notre nation. Donc moi je souhaite vraiment que les élections se passent bien, pour que, dans la quiétude, pour que on fasse du développement. Et
tout ce qui a été mis en place concourt à cela. Donc, il faut rester dans cette, il faut rester optimiste pour que ça se passe très bien. C'est mon souhait le plus cher. Et qu'on regarde maintenant le développement de notre pays sous divers angles et penser aux jeunes, aux futures générations qui doivent conduire en fait nos projets. Nous devions accompagner. Moi, je considère que je suis jeune et que je suis entre les aînés et les jeunes. Selon, intermédiaire, en fait. Selon, je disais que selon la définition des Nations Unies, on est jeune quand on a entre 15 et 24 ans. Mais bon, il se trouve qu'aujourd'hui, même quand on a 60 ans, 65 ans, on est jeune. L'état d'esprit, en Donc, fait. il faut que les gens comprennent que la jeunesse, c'est dans la tête. Hein. Sinon, je peux vous prendre pour marcher sur la route des pêches pendant 12 km. Vous ne pouvez pas, je vais être devant. C'est pour vous dire que vraiment, travaillons vraiment. Est-ce que ce sera votre conclusion ou vous avez quelque chose à ajouter? Ma conclusion, c'est de vous remercier très sincèrement de l'opportunité que vous m'aviez offerte de passer sur votre chaîne. Je n'ai pas vu le temps passer. Parce que je m'attendais, parce que vous êtes un brillant journaliste. Merci. Et je sais que ce qui est bien, et continuez, je vous encourage. J'encourage tous les journalistes qui travaillent, parce que vous êtes le quatrième pouvoir. Et vous deviez veiller à ce que l'information soit bien restituée. Vous devez continuer à faire votre travail d'investigation, votre travail journalistique. Et faites en sorte pour que la vraie information soit portée à l'attention des populations. Et parce que le Bénin, quelles que soient nos opinions, nous avons quelque chose de commun, c'est notre pays. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Il suffit d'être béninois. Merci beaucoup, Monsieur Blaise Arwanchede. Merci pour votre disponibilité. Vous resterez disponible, nous l'espérons, pour aborder d'autres questions, parce qu'effectivement, on a besoin de se prononcer sur des sujets qui impulsent le développement de notre pays. Merci d'être passé sur le plateau de l'entretien du dimanche. C'est moi qui vous remercie, cher ami. Merci, à très bientôt. Merci à vous, chers amis téléspectateurs de EDN Télévision, auditeurs Diaspora FM. Je veux rappeler très rapidement que M. Blaise Arwanchede est un banquier expert financier international, président du groupe Afrique Créance. Et pendant environ 17 ans, il a été directeur général de GIM UEMOA, une institution créée par plusieurs banques de la sous-région et plusieurs institutions financières. Avec lui, nous avons parlé développement exclusivement, même si il y a eu une virgule ou une parenthèse politique rapidement ouverte et rapidement refermée aussi. Merci pour votre aimable attention. Dimanche prochain, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir, avec un autre invité, mais sur les mêmes chaînes EDN Télévision, Diaspora FM. Bon appétit à chacun et à tous et à dimanche prochain.